Bonjour, bonjour à tous, ça y est, 2020, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison pour les Clés de l'Immo, ici en direct depuis le plateau, le studio télé de Figaro Immo, pour cette émission Les Clés de l'Immobilier, les Clés de l'Immo, vous rendre service chaque semaine, vous qui avez un projet, vous souhaitez investir, acheter, vendre un bien immobilier, que ce soit une maison ou un appartement. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Eh bien, on est là pour répondre chaque semaine avec un expert ici en plateau. Alors après les taux de crédit, après l'international, après la construction de la maison, aujourd'hui, on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux du droit immobilier sur l'achat et la vente d'un bien. Il y a beaucoup de questions autour de cette thématique, évidemment. Et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir en plateau pour une première. C'est une experte. Maître Estelle Amram, bonjour. Bonjour Olivier. Maître Estelle Amram qui est notaire pour le Grand Paris, qui est notre partenaire, notaire du Grand Paris. Quelques mots sur les notaires du Grand Paris? Eh bien, les notaires du Grand Paris sont les notaires donc, de 131 communes, 8 départements, donc des notaires qui sont mobilisés pour donc, conseiller nos clients pour le développement du Grand Paris. Donc des notaires qui s'adressent aussi bien aux collectivités, aux personnes, aux entreprises, pour donc assurer la sécurité et apporter leur expertise. Très bien, très clair, très bien. On est très heureux en tout cas de vous avoir et de démarrer cette année 2020 avec vous. Merci. Alors vous avez été très nombreux, merci à vous les internautes, à poser des questions sur notre forum, sur le forum immobilier de Figaro Immo. Continuez. Alors on a eu depuis l'annonce de la venue comme invité de Maître Estelle Amram, on a eu une cinquantaine de questions. Alors on ne pourra pas les traiter toutes aujourd'hui, on y répondra sur le forum. En tout cas ici aujourd'hui on va traiter une quinzaine de questions en étant le plus pédagogue possible. Je ne m'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Allez, on va partir. Première question. Alors, la première question, c'est une question d'Azaïs. Je dois vendre ma maison car mon compagnon me quitte. Il a mis un apport initial important. Nous avons réalisé un prêt bancaire à 2. Il possède 74% et moi 26% de la maison. La maison vaut plus cher aujourd'hui. Ai-je droit à la moitié de la vente ou seulement 26%? Alors. Eh bien, lorsque Aziz et son compagnon ont acheté, eh bien, on a calculé leur proportion d'achat. On a vu quelle était la somme que chacun mettait dans l'acquisition et puis, par rapport au prêt immobilier, eh bien, quel était le remboursement que chacun allait mettre dans ce prêt. Les pourcentages ont été calculés en fait en anticipant la fin du crédit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisqu'ils vendent de façon anticipée. Donc, il y a deux cas de figure possibles. Soit on appliquera le pourcentage qui était noté dans l'acte de vente, donc des pourcentages qui étaient inégalitaires. Donc ça, on reviendrait au contrat initial, en fait. Exactement. Oui. Après, tout le monde va profiter de la plus-value puisqu'on a un pourcentage sur une valeur, donc tout le monde profite de la plus-value. Soit on fait, et là il faut en parler à son notaire, faire un acte de partage où on va mettre à plat finalement ce que chacun a payé au départ, ce que chacun a remboursé et donc répartir le bien par rapport à ce qui a été effectivement investi dans l'acquisition. Le bémol, c'est que cet acte de partage supporte des frais de partage, une taxation qui tend aujourd'hui heureusement à diminuer mais qui est encore élevée. D'accord, mais donc si la maison valait 100 000 au départ ou a été achetée 100 000, qu'elle est revendue aujourd'hui 200 000, dans ce cas-là, elle a plutôt... La question d'Azaïs, plutôt les 26%, la moitié de la vente ou Alors c'est plutôt les 26% des 200 000. D'accord, les 26% des 200 000. Des 200 000, elle profite de l'augmentation, comme son compagnon, chacun profite de l'augmentation. Bon, avec ces séparations, des divorces, j'imagine aussi que vous avez énormément de questions à votre étude aussi, sur des cas similaires, à quoi ai-je droit, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. Question suivante. Alors, question de Pascalou. Merci Pascalou. Mon appartement est en vente dans 2 agences immobilières. Quelles sont les conditions légales à respecter vis-à-vis de ces agences, prix de vente et information, pour rompre le mandat si je trouve par moi-même l'acquéreur? Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est relire le mandat qui a été signé, puisque tout doit être indiqué dedans. Donc, ça peut être un mandat avec ou sans exclusivité. Si c'est un mandat avec exclusivité, il y aura un délai incompressible pendant lequel il ne pourra pas résilier le mandat. Si c'est à l'issue, ou si c'est sans exclusivité, il y aura un délai quand même de prévenance, c'est-à-dire qu'il devra adresser une lettre commandée à l'agence immobilière. Il peut y avoir par exemple 15 jours avant que ce mandat prenne fin. Alors, donc un délai.
vous dites par exemple, et c'est 15 jours, c'est ça, il faut vraiment le stipuler, 15 jours par lettre, par accusé de réception voilà, en tout cas. On se réfère au mandat, effectivement, et ça va être le délai fixé dans le mandat. D'accord. Bon, s'il y a 2 agences immobilières, on se doute a priori, c'est un mandat plutôt simple. Oui, en tout cas, je vous incite sur Figaro Immo, on a des modèles de lettres, beaucoup d'articles dans le domaine, n'hésitez pas en tout cas à les consulter. Mais voilà en tout cas pour cette réponse. Question de Yann. Alors Yann, elle est très longue cette question, mais elle est intéressante. Alors Yann, on le voit, hein, oh là. Bon, eh ben on va y aller. Alors, en décembre dernier, j'ai posé une option par courrier manuscrit sur un appartement neuf en VFA. L'option était valable 3 jours et à l'issue de cette période, j'ai levé l'option en confirmant que j'achetais ce bien. Le vendeur a accusé réception de ma décision et suite à cela, j'ai envoyé tous les documents. J'ai attendu que le vendeur contresigne et me fournisse le numéro de compte bancaire pour verser la garantie de 5%. Le vendeur est alors revenu vers moi pour m'expliquer que le bien avait entre-temps été vendu à quelqu'un d'autre. Que faire dans ce cas? Puis-je forcer l'exécution de la vente ou, à défaut, obtenir une indemnité si le bien est effectivement vendu à quelqu'un d'autre? Alors là, Yann, alors, en fait, dans une vente sur plan, qu'on appelle une vente en état futur d'achèvement, il y a 2 étapes principales. Le contrat de réservation, qui est l'avant-contrat, et puis la vente définitive. C'est le contrat de réservation qui va figer l'accord des parties, du vendeur et de l'acheteur. Donc, avant le contrat de réservation, on est dans un stade de pourparlers. Les pourparlers doivent toujours être exécutés de bonne foi, effectivement. La question, c'est que là, aujourd'hui, le contrat de réservation n'a pas été signé. On doit exécuter les conventions de bonne foi, mais on est dans une espèce de phase intermédiaire où, je dirais, c'est le premier qui signe le contrat de réservation qui obtiendra à terme le bien immobilier. Donc, se lancer dans des procédures, ça peut être illusoire, ça peut être long. Ce que je peux conseiller plutôt, c'est malheureux, hein, voilà, c'est dommage. Je suppose que notre internaute est déçu. La déception de Yann, voilà, on imagine. Exactement. Mais je pense que la bonne attitude est sûrement de retrouver un autre bien immobilier et essayer d'être peut-être un peu plus réactif pour signer le contrat de réservation. Même si là, on comprend la détresse un peu de Yann. C'est-à-dire qu'il avait envoyé les documents, le vendeur lui avait dit ok, pas de problème, voilà, il faudra mettre la garantie et tout ça. Donc, de bonne foi, Yann se dit c'est bon. Et puis, il rappelle non, entre-temps, ça y est, c'est parti. Quelqu'un a fait ce fameux contrat de réservation qui, a priori, là, il n'a pas été fait. Et une chose est sûre, il ne pourra pas le forcer à la vente puisqu'on n'a même pas de contrat de réservation signé. On était vraiment en deçà de cet avant-contrat qui est un contrat de réservation en matière de vente en état futur d'achèvement. Voilà pour la réponse de Maître Estelle Amram. En tout cas, Yann, bonne chance dans la poursuite de vos recherches. Tenez-nous au courant, évidemment, de cette histoire de biens immobiliers. Mais la question, en tout cas, est très, très intéressante et je pense qu'elle arrive aussi fréquemment. Vous avez des questions dans le domaine sur On a effectivement concernant les contrats de réservation, oui, VFA et tout ça. Exactement. Question de Kent. Quelles sont les principales règles de la nouvelle loi de Normandie dans l'ancien et où est-il intéressant d'investir? Alors, la nouvelle loi de Normandie, qui a simplifié finalement les dispositions antérieures, va permettre d'avoir des réductions fiscales dans des investissements locatifs où il y a une rénovation. Alors, on a une question de secteur, et effectivement. Les secteurs concernés ne sont que les secteurs visés par l'Action Cœur de Ville, qui sont des secteurs dont le but est la rénovation de certaines villes. Il y a 222 villes en France concernées, et sur le territoire du Grand Paris, qui nous intéresse, nos notaires du Grand Paris, eh bien, on a 22 communes qui sont concernées. Donc on a des conditions qui sont de 20, il faut que les travaux portent au moins sur 25% de la valeur de l'investissement et donc ça sera des rénovations comme la réfection d'une chaudière, comme l'isolation, donc des choses qui vont améliorer le logement. On est soumis à des conditions de loyer et de ressources qui sont équivalentes à la loi Pinel, donc des investissements qui ont pour but de rénover les centres-villes, qui apportent des avantages fiscaux certains et un allongement également de ces dispositifs puisqu'on est jusqu'à fin 2022 pour les dispositifs de Normandie. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques nouveautés qui sont arrivées cette année, mais effectivement, le de Normandie dans l'ancien, c'est comme le Pinel dans le neuf. En fait,
mais là, c'est sur l'ancien. Vous achetez un bien ancien que vous mettez en location, une maison ou un appartement. En contrepartie, si vous faites des travaux, vous avez droit à une réduction d'impôt. Et plus vous mettez en location ce bien, plus la réduction d'impôt est importante pendant donc 6 ans, 9 ans, 12 ans. Vous avez droit à 12, 18 ou 21% de réduction d'impôt sur ce bien. C'est quelque chose, c'est un modèle qui se veut gagnant-gagnant avec l'État, c'est-à-dire que l'État aussi considère qu'il y a certaines zones, des quartiers, des zones un peu qui auraient besoin d'investisseurs privés pour réhabiliter certains quartiers avec des appartements qui sont dégradés. Et là, c'est de dire, vous êtes investisseur privé, allez-y dans telle ville ou tel secteur et en contrepartie, vous faites des travaux, 25% de travaux sur ce bien, en plus de ce que vous achetez. C'est-à-dire, par exemple, vous achetez un studio 100 000 €, il faudra en plus que vous fassiez 25 000 € de travaux, à justifier évidemment, ce n'est pas des travaux que vous allez faire vous-même, par des factures bien montrées à votre banquier. Et donc, en contrepartie, vous avez droit à cette réduction d'impôt. Et la nouveauté cette année, depuis début janvier, par rapport à l'an dernier, puisque le dispositif est ancien, c'est que l'an dernier, c'était concentré uniquement sur certains quartiers. Mais beaucoup de professionnels de l'immobilier ont dit « mais en fait ça ne marche pas parce que d'une rue à une autre rue, les gens ne comprennent pas bien ». Cette fois-ci, c'est ouvert à l'ensemble de la ville. Donc effectivement, Maître Amram le dit très justement, il y a 222 villes, Action Cœur de Ville qui sont concernées. C'est Auxerre, Perpignan, Montélimar, Ajaccio, même dans les DOM-TOM, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, qui sont concernés. Et puis 22 en Île-de-France, Fontainebleau, Meaux, Trappes, les Mureaux. Voilà en fait pour ce dispositif de Normandie qui, on l'espère, va fonctionner comme le Pinel dans le neuf. Et au moment où on parle beaucoup d'investir son argent dans l'immobilier, parce qu'on se pose des questions aussi sur la retraite et tout ça, on espère en tout cas que le de Normandie va fonctionner. Question de Gina. Est-il possible de mettre une clause suspensive la vente d'un bien dont le compromis est signé? Alors, la réponse effectivement est oui, à partir du moment où le compromis a été signé, c'est-à-dire que Gina est déjà engagée dans la vente, elle ne peut pas se rétracter, donc le compromis est déjà quelque chose de certain. Alors, il est tout à fait possible de mettre une condition suspensive de la vente de son propre bien. Après, dans les faits, ça entraîne une fragilité de ce qu'on appelle les ventes en chaîne, c'est-à-dire si la première est annulée, eh bien sa propre vente va être également, ou sa propre acquisition va être également annulée. Donc c'est vrai qu'on a tendance à conseiller aujourd'hui aux acheteurs de recourir à un crédit relais pour éviter justement l'annulation en chaîne des ventes. Mais donc plutôt on évite cette clause suspensive. Voilà, c'est possible juridiquement. Bon, d'accord. mais ça fragilise l'ensemble des ventes. Alors, question suivante. Question de Ronaria. Et Ronaria va symboliser un petit peu, on a beaucoup de gens de l'étranger qui se posent ce type de questions. Alors là, Ronaria nous dit, nous habitons en Belgique, nous avons mis notre maison en vente en vue de déménager dans le sud-ouest de la France. Y a-t-il des conditions particulières pour acquérir un bien en étant de nationalité belge? Alors on peut, voilà. Ronaria est belge. Oui, elle est belge. Donc elle est européenne. Voilà. Alors oui. Voilà. Donc l'Europe. Donc elle a le même traitement qu'un ressortissant français, comme tout ressortissant dans l'Union européenne. Donc moi, ce que je peux conseiller à Ronaria, c'est d'aller sur le site des conseils du notariat de l'Union européenne, qui est donc un regroupement de notaires qui diffuse finalement le notariat en Europe. On a 22 pays en Europe qui connaissent le notariat le même que le d'autres. Donc ils ont établi des fiches explicatives en fait sur par pays, nationalité par nationalité. Exactement, pour savoir comment acquérir dans chaque bien. Et puis de toute façon, elle va contacter le notaire en France qui sera chargé de la vente, qui lui donnera toutes les explications. Donc elle sera traitée exactement de la même façon que tout ressortissant européen. Oui, mais enfin, on peut aller plus loin. Est-ce qu'a priori, c'est compliqué pour elle? Imaginez, justement, c'est Ronaria qui est belge, elle se demande, il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de choses ou... Alors, ça sera les mêmes qu'un ressortissant français, c'est-à-dire qu'on lui demandera de justifier de son identité, on lui demandera de justifier de son financement, on étudiera son régime matrimonial pour voir pour qu'elle ait toute explication par rapport à son acquisition en France. Elle va être traitée de la même façon qu'un acheteur français. D'accord, mais a priori, donc ce sera peut-être plus simple qu'un Américain ou qu'un couple
l'Américain qui veut s'installer ou qui souhaite avoir sa résidence principale en France, plutôt dès qu'on est ressortissant européen. Voilà, le ressortissant européen, c'était une et question. Puis, voilà, et puis l'Américain aura également la même facilité. Alors, question de Damien. Ah bah Damien, comment vont évoluer les prix à Paris cette année? Y aura-t-il enfin une accalmie? Je cherche à investir dans l'ouest parisien, mais c'est beaucoup trop cher. Certains me disent d'attendre. Avec la remontée des taux d'intérêt, les prix vont bien finir par baisser, nous dit Damien. Qu'en pensez-vous? Alors nous avons les chiffres, hein, les notaires du Grand Paris ont les chiffres. La tendance de l'année dernière était à la hausse, avec effectivement une hausse moins importante pour les maisons que pour les appartements, une hausse moins importante également en grande couronne. La tendance est toujours à la hausse et en dépit de l'augmentation des taux, eh bien, on reste dans une tendance à la hausse pour les biens immobiliers. Nous, notaires du Grand Paris, nous avons les compromis qui nous permettent d'avoir à 3 mois l'évolution prévisible des prix et on est effectivement dans cette tendance. Oui, effectivement, les notaires du Grand Paris ont ce qu'on appelle les avant-contrats. Tout à fait. Donc, notamment lors de la dernière conférence de presse sur la partie actualité, c'était en décembre dernier, les notaires du Grand Paris ont annoncé que les prix allaient même passer à 10 300 € par mètre carré en moyenne à Paris à partir de février. Ça correspond à une hausse en gros de 7% sur une année. Alors 10 300 € par mètre carré en moyenne, on imagine évidemment c'est excessivement cher, sachant qu'au sein de Paris, il y a quand même des écarts très importants. On passe du simple au double. Entre le quartier Odéon, on est à 16 000 € du mètre carré. Porte de la Chapelle, on est plutôt à 8 000 € du mètre carré. Mais voilà, en tout cas, c'est excessivement cher à Paris. A priori, selon les notaires du Grand Paris, pas de bulle. C'est un marché avant tout d'utilisateurs. Donc les prix vont continuer comme ça de monter, sachant toujours avoir en tête qu'un bien mis sur le marché en région, c'est 10 acquéreurs potentiels tout de suite. À Paris, un bien sur le marché, c'est 80 acquéreurs potentiels tout de suite. C'est vous dire que ça part très vite. Il y a ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Et a priori, même si les taux d'intérêt remontent un petit peu, bon, on ne voit pas les prix s'effondrer à Paris, ni reculer fortement. En tout cas, en 2020, c'est ce que l'on peut vous dire. Donc, c'est d'aller plus loin et de prospecter. Là aussi, Figaro Immobilier ou Figaro Immoneuf, on a beaucoup d'articles pour vous conseiller pour investir ou acheter à la fois dans le Grand Paris ou deuxième ou troisième couronne parisienne. Quels sont les avantages à passer par les ventes aux enchères des notaires? Peut-on vraiment faire de bonnes affaires? Alors, effectivement, les ventes aux enchères ont des avantages aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. Alors, pour les vendeurs, déjà, la Chambre des notaires de Paris s'occupe de tout, c'est-à-dire elle va effectuer l'expertise, les visites, le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est l'équivalent du compromis, en fait, ou de l'avant-contrat pour une vente aux enchères. Ensuite, donc, elle organise les visites. Et puis, la vente aux enchères est une vente qui va être très rapide pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc au bout de 11 jours, le vendeur peut avoir son prix de vente, puisque une fois que l'enchère est portée, il y a encore une possibilité de surenchère pendant 10 jours. Mais au bout du 11e jour, le vendeur va pouvoir avoir son prix de vente, l'acquéreur n'a pas de délai de réflexion et il n'a pas non plus de conditions d'obtention du crédit. Ça a un autre avantage également pour les vendeurs, lorsque les vendeurs sont un petit peu en conflit et qu'il y a une difficulté sur la fixation du prix, eh bien, une fois qu'on vend aux enchères, eh bien, comme c'est des enchères publiques, on ne peut pas contester en fait ce montant puisque là, en l'occurrence, c'est le plus fort enchérisseur qui a rapporté la mise, si je puis dire. Et puis pour l'acquéreur, eh bien, c'est la possibilité d'avoir des biens atypiques, France entière, des biens qu'il n'aurait pas trouvé normalement sur le marché. Donc ça concerne des biens très variés et ça touche un public très large. Donc les ventes aux enchères sont un vrai... Et on a effectivement, puisque la question était sur le prix, on a déjà une mise à prix qui est faite basée sur une expertise, donc c'est assez rassurant aussi pour l'acheteur. Et compte tenu du nombre finalement de personnes touchées par cette vente aux enchères, eh bien, on peut espérer avoir effectivement un bon prix ou faire de bonnes affaires. Oui. Oui, dans ces ventes aux enchères, et c'est vraiment un spectacle, hein, si vous n'avez pas au moins une fois dans votre vie assisté à ces ventes aux enchères. À Paris, c'est au Châtelet. Tout à fait. Tous les mardis à la Chambre des notaires de Paris. Donc ce spectacle, hein, puisqu'on vend aux enchères, que ce soit au chronomètre ou à la bougie, enfin voilà, il y a tout un spectacle.
avec des biens très différents. On passe de l'hôtel particulier à l'immeuble, au petit appartement, au studio, à une chambre de bonne, à une cave, à un parking, il y a vraiment de tout. Et on peut savoir à l'avance, 15 jours, voire 3 semaines à l'avance, même des fois un mois ou même plus, ce qui va être présenté dans ces ventes aux enchères, avec la possibilité de visiter aussi avant. Enfin, je vous incite vraiment à aller sur le site des notaires, là, pour le coup, de Paris, sur ces ventes aux enchères. Il y a un site dédié. Et puis, il y en a partout aussi, organisé par la Chambre des notaires, les chambres des notaires en région. Donc, il y en a énormément. Alors, si on peut quand même dire que pendant pas mal de temps, la Chambre des notaires ne voulait pas trop communiquer sur le côté allez-y, on peut faire des bonnes affaires, en se disant, mais si on dit trop ça, en fait, le vendeur va dire, oui, mais quel est l'intérêt dans ce cas-là de passer par la vente aux enchères? Donc, il y a eu bon, il y a de tout. Et comme dans les ventes aux enchères, ça part toujours très bas, ça peut monter très très haut. En tout cas, ce sont des biens atypiques que l'on peut retrouver, effectivement, et c'est intéressant. Vous qui êtes peut-être justement en recherche immobilière, il y a les annonces classiques, mais voilà, il y a ce biais original des ventes aux enchères des notaires qui sont à surveiller. Avec l'avantage de la rapidité. Avec l'avantage de la rapidité. Question de Glucking. Quelle est la meilleure option pour un couple marié qui souhaiterait acheter un ou plusieurs biens pour le ou les louer? Est-ce que c'est constituer une SCI ou acheter en leur nom propre? D'autre part, les associés d'une SCI sont-ils responsables des dettes de la société sur leurs biens propres? Alors juste peut-être dire SCI, qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Quelques mots en fait. La SCI, c'est la Société Civile Immobilière, donc c'est un regroupement de personnes, 2 au minimum, qui vont avoir pour objectif d'investir, c'est souvent le cas, donc dans l'immobilier. Donc effectivement, pour répondre à la question sur les dettes, effectivement, les associés d'une SCI sont tenus indéfiniment sur leur patrimoine propre des dettes de la société. Voilà, là, ça c'est une certitude. Alors ensuite, est-ce qu'il faut acquérir en nom propre ou par le biais d'une SCI pour des biens loués? Il faut savoir que la SCI peut avoir un intérêt de transmission. Il n'y a pas d'intérêt fiscal à proprement parler, un intérêt de transmission, c'est-à-dire la SCI va acquérir plusieurs biens et les époux pourront à terme transmettre à leurs enfants. Alors, s'il y a un investissement locatif, on peut considérer très certainement qu'il y a un prêt. Donc, ça veut dire que la SCI, si les parts doivent être données, eh bien, il faudra consulter la banque pour savoir si les donations de parts sont possibles. Donc, c'est vrai que tant que le prêt est en cours, eh bien, ça va effectivement freiner les transmissions. Mais à terme, quand les prêts seront remboursés, donc les transmissions seront facilitées. Très bien, voilà. En tout cas, merci pour cette réponse très, très claire, parce que c'est pas évident. Voilà. Question de Christophe. Christophe. Je suis propriétaire de ma maison et un promoteur immobilier souhaite la racheter. Y a-t-il un pourcentage minimum légal qu'il doit me proposer? On est en vente soit de terrain qui supporte, sur lequel est construite une maison. Le prix, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc, on n'a pas de minimum légal. C'est ce que l'acheteur peut proposer et le vendeur peut accepter. Donc, le prix de vente résultera de l'offre et de la demande, du prix du marché. Et en fait, un promoteur, il va calculer souvent le prix en fonction de la surface habitable. On appelle ça de la surface de plancher, la surface qu'il va pouvoir édifier, construire sur le terrain. Donc plus il pourra construire sur votre terrain de surface de plancher, plus il vous proposera un prix intéressant. Mais c'est effectivement le jeu de l'offre et de la demande. Oui, donc il n'y a pas de grille officielle là-dessus. Un promoteur qui frappe à votre porte en disant « je suis intéressé par la maison, l'appartement », voilà, que me proposez-vous? Quel est votre prix? Mais il n'y a pas de grille en tout cas dans le domaine, mais c'est bien effectivement de l'avoir précisé. Allez, on termine par une dernière question, question de JCB. Ayant 70 ans, j'envisage d'acheter une résidence secondaire pour en faire une maison de famille. Est-il possible d'acheter au nom de mes 2 enfants, afin qu'il n'ait pas de frais de succession le jour où, 3 petits points, et est-ce intéressant? Alors, juste une petite précision sur le acheter au nom d'eux. En fait, acheter au nom d'eux, ça veut dire effectivement plutôt donner de l'argent par un don manuel aux enfants pour qu'ils puissent acheter. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va être une maison de famille dont tout le monde va profiter. Donc, l'idée serait le démembrement de propriété, c'est-à-dire les parents achètent
l'usufruit. Les enfants achètent la nue propriété. Alors l'usufruit, c'est quoi? C'est le fait d'habiter dans les lieux, si on n'y est pas, de le louer. Là, comme on sait, une maison de famille qui va être plutôt partagée, enfin en tout cas, où tout le monde va profiter, donc en tout cas les parents peuvent y habiter. Et les enfants, donc ont la nue propriété, c'est-à-dire en gros, il faudra qu'ils attendent entre guillemets que les parents aient fermé les yeux pour récupérer la pleine propriété du bien. C'est un vrai avantage fiscal puisque effectivement, puisque là l'idée c'est la transmission de patrimoine, si les parents achètent la nue propriété, achètent l'usufruit, les enfants la nue propriété, le jour où les parents disparaissent, la totalité de la propriété du bien revient aux enfants et là, sans aucune fiscalité, sans aucune formalité. Là, c'est intéressant, effectivement. Oui. La fiscalité, si elle a lieu, elle sera faite au moment de la donation de l'argent que les parents vont faire aux enfants pour leur permettre d'acheter la nue propriété. Il est toujours bien d'anticiper toutes ces histoires autour des successions qui sont souvent source de conflits ou autres, toutes les règles de partage, j'imagine que vous en avez, je ne vais pas dire tous les jours, mais très souvent. Exactement. Voilà, maître Estelle Amram, ça s'est bien passé? Tout à fait. Merci en tout cas de votre accueil. Elle a été formidable, vous reviendrez? Avec plaisir. Elle reviendra, elle en a pris l'engagement. Merci à vous, les internautes, de nous suivre régulièrement. Merci pour vos questions. Continuez, le forum, vous le voyez, le forum Figaro Immobilier, on est là pour répondre quasiment 24 heures sur 24 tout le temps. Et puis ici en direct avec un expert. Alors voilà, en tout cas, la semaine prochaine, on parlera de placement. Je réitère les vœux 2020 d'une excellente année pour vous. Concrétisez vos projets immobiliers avec notre complicité, on va dire. J'en profite pour saluer Jim et Bastien qui réalisent l'émission, à qui on souhaite évidemment une très belle année. Et puis on les remercie pour le travail quotidien qu'ils fournissent, qui est brillantissime. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.